Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la science pour voir comment elle fonctionne, mais pour de vrai. Pas comme un manuel scolaire parfait, mais plutôt comme un organisme vivant, qui respire, qui fait des erreurs et surtout qui apprend à les corriger. Et pour ça, on va décortiquer un cas bien précis, vous allez voir, c'est passionnant. On a souvent cette image de la science, une sorte de tour d'ivoire où tout est parfait, vérifié, infaillible. Mais alors, que se passe-t-il vraiment quand une petite erreur, une coquille, se glisse dans une publication prestigieuse? Est-ce que c'est la panique? Est-ce que tout l'édifice s'effondre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la preuve que le système est sain et qu'il fonctionne comme il le devrait? Tout notre récit commence ici, avec quelque chose d'aussi simple qu'une note de correction. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un document qui en dit long sur l'intégrité du processus scientifique. Alors, pour planter le décor, on est dans le monde de la biologie de la reproduction. La revue est très sérieuse, elle s'appelle Human Reproduction Open. Une équipe publie une étude et, bien, quelques temps après, ce sont les auteurs eux-mêmes qui demandent à publier un correctif. Et voilà, écoutez bien ces premiers mots. C'est simple, c'est direct, les auteurs tiennent à s'excuser. Pas de jargon pour noyer le poisson, pas de tentative de minimiser, juste une reconnaissance claire et honnête. Et c'est justement cet acte de transparence qui est au cœur de ce qu'on explore aujourd'hui. D'accord. Mais avant de se jeter sur l'erreur en question, de quoi parlait cette fameuse étude? Le sujet est un peu pointu, mais il touche à quelque chose de fondamental. L'énergie nécessaire aux tout premiers instants de la vie. Pour faire simple, imaginez que chaque cellule de notre corps est une sorte de ville miniature. Eh bien, les mitochondries, ce seraient les centrales électriques de cette ville. Ce sont elles qui fournissent l'énergie pour que tout fonctionne. Et le truc qui est assez fou, c'est que ces petites centrales ont leur propre matériel génétique, leur propre ADN, qui est totalement indépendant de celui qu'on a dans le noyau de nos cellules. Et voilà le concept qui est vraiment au centre de l'étude. En théorie, toutes les batteries mitochondriales d'une cellule sont des copies conformes. Mais parfois, il y a des petites variations. C'est un peu comme si, dans votre téléphone, vous aviez plusieurs modèles de batteries différents. C'est ça, l'hétéroplasmie. Et c'est précisément ce que les chercheurs essayaient de mesurer dans les ovocytes, les cellules reproductrices féminines. Bon, maintenant qu'on a les bases, retournons à notre enquête. La pièce à conviction, si on veut. Parce que l'erreur, elle ne se cache pas dans une formule mathématique obscure, mais dans la description d'une image, d'une illustration très concrète. Et là voilà, cette fameuse illustration. Et attention, ce n'est pas un schéma qu'on a refait pour que ce soit plus joli. Non, non, c'est la figure réelle, l'illustration originale tirée de la publication scientifique. Ce qu'on voit là, en particulier dans la partie B, c'est une représentation visuelle des données. Et quand on publie une illustration aussi factuelle, la description qui l'accompagne se doit d'être d'une précision absolue. C'est là que le bât blesse. Voici la phrase qui posait problème. Le texte initial qui décrivait ce graphique affirmait noir sur blanc qu'un certain type de variation atteignait un pic très élevé, à 27%. Gardez bien ce chiffre en tête parce que c'est tout le nœud du problème. Alors, comment les chercheurs ont-ils rectifié le tir? C'est là qu'on voit la science en action. Pas juste comme une succession de grandes découvertes, mais comme une recherche constante, acharnée, de l'exactitude. Regardons ça de plus près. À gauche, on a l'ancienne version, avec ce fameux chiffre de 27%, et à droite, la nouvelle. Bon, le changement est radical. Il n'est plus question de 27%, mais plutôt de 1,8% pour plusieurs types de variants. En fait, la phrase erronée a été complètement réécrite pour donner une image bien plus juste et nuancée des données. Et pour que ce soit encore plus clair, voilà les chiffres corrigés, présentés dans un petit tableau. On voit bien que les charges les plus importantes tournent autour de 1,8%. On est donc très très loin de ce pic à 27% qui avait été mentionné au départ. Et ça, c'est vraiment le point crucial de toute cette histoire. Les auteurs précisent bien que, même si un chiffre dans la description d'un graphique était faux, ça ne changeait absolument rien aux conclusions générales de leur recherche. L'erreur était donc mineure par rapport à l'impact scientifique, mais la corrigée était majeure pour l'intégrité de leur travail. Là, on pourrait se dire « Attendez, toute cette histoire pour un seul chiffre mal retranscrit. » Oui, mais en prenant un peu de hauteur, ce petit événement nous en apprend énormément sur les valeurs et la culture du monde de la recherche. En fait, un tel correctif, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. C'est même tout l'inverse. Ça prouve un engagement total envers l'exactitude. Ça montre que la recherche peut être transparente. Et surtout, ça incarne cette idée fondamentale que la science n'est pas un dogme immuable. C'est une construction qui se renforce en permanence, justement en identifiant et en réparant ses propres petites fissures. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'elle peut construire une confiance durable. Au final, peut-être qu'on devrait changer notre regard sur ces erreurs. Et si, au lieu de les voir comme des ratés, on les voyait plutôt comme des panneaux indicateurs.
des petites balises sur le chemin, qui nous rappellent simplement que la quête du savoir avance et qu'elle est sur la bonne voie. C'est une idée qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.